Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Nous sommes lundi avec Radio VFM et Foot Normand, vous le savez, lundi c'est débrief sur notre antenne spéciale Gambardella. Aujourd'hui on s'intéresse évidemment au prochain quart de finale de la Gambardella entre Lyon-la-Duchère et le Stade Malherbe de Caen. Focus sur ce quart de finale, toujours à mes côtés, mon indéboulonnable coéquipier Mathieu Billot de Foot Normand. Rebonjour Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Dans un instant on parle de ce quart de finale avec notre invité présent en studio. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Troisième partie du débrief donc avec ce quart de finale de la Gambardella qui nous attend le week-end prochain entre Lyon-la-Duchère et le Stade Malherbe de Caen. Focus spécial, Mathieu, sur cette Gambardella aujourd'hui, avec un joueur, Brahim Traoré, du Stade Malherbe de Caen, avec l'adversaire malheureux de Lyon-la-Duchère au tour précédent, François Rodriguez, directeur du centre de formation du Havre Athletic Club. Et puis on a souhaité, Mathieu aussi, jeter un coup d'œil dans le rétroviseur sur une précédente génération qui a marqué aussi l'histoire des Rouges et Bleus, qui avait aussi effectué son épopée en Gambardella, c'était en 2016. Ouais, parce qu'on pourrait peut-être dire qu'on en parle beaucoup de ce quart de finale, mais à l'échelle d'un club comme le Stade Malherbe, ça n'arrive pas tous les jours. C'est quasiment historique. Voilà, parce que comme tu l'as dit, c'était en 2016. Et une présence en demi-finale, ça remonterait à 20 ans. Hein. C'est début des années 2000, c'est en 2001. Et figure-toi, Mathieu, que j'y étais il y a 20 ans, dans les tribunes. Voilà. C'était ça, la colle que tu devais me poser ? Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ça. J'étais dans les tribunes du Stade de France pour cette finale de la Gambardella face au Racing Club de Strasbourg, avec à l'époque Laurent Léjean comme entraîneur. Voilà. Donc, qui habitait à Vire d'ailleurs pour la et Laurent Léjean qui est co-entraîneur à Duc cette saison. Exactement. Voilà, donc c'est tout ça pour dire que c'est pas habituel quand même, donc ça mérite un éclairage, et donc un éclairage avec un acteur de l'époque, en 2016, avec Dorian Charlier, du coup. Bon, c'est bien, on n'a pas été le chercher très très loin. Il est venu à pied. Il est venu à pied du stade de Vire au studio. C'est magnifique. Bonjour Dorian. Bonjour, salut Mathieu, salut Christophe. Donc Dorian, on va parler un petit peu effectivement de cette épopée en 2016. Quand on te parle de ces matchs, quelle image te revient en premier sur ce parcours ? L'image qui me revient en premier, c'est malheureusement la fin de l'épopée, c'est-à-dire le quart de finale à Monaco. C'est l'image qui te revient en premier. Parce qu'il y a eu donc ce quart de finale à la Turbie, à Monaco. Donc vous étiez incliné 3-0, mais il y avait eu des émotions positives, on va dire, avant. On en parlait un petit peu en antenne, notamment ce 8e de finale contre Reims, à l'époque, avec un match à rebondissement. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ce match auquel tu participais, tu jouais, tu étais titulaire? Ouais, je m'en souviens beaucoup. C'est le match qui m'a marqué aussi, parce que c'était un match à rebondissement. On est mené 2-0, on arrive à revenir à 2-2 et même repasser devant. On se fait égaliser à la toute fin et ça se finit au tir au but. Donc c'est un match à rebondissement et par chance ça tourne en notre faveur. Est-ce que tu te souviens des buteurs canets de ce match? Il y avait moi-même. Bien joué. Pour le 2-2. Le souvenir est assez facile. Je voulais poser une petite colle, je voulais voir si... J'avais égalisé avant la mi-temps. Ouais, c'est tout à fait ça. Il y avait Owen Maes. Owen qui avait réduit le score à 2-1. C'est ça. Et Durel Avonou. Non, c'était pas loin. C'était Exaucé Ngasaki, qui a peut-être moins marqué la mémoire des suiveurs du Stade Malherbe, même s'il compte une apparition en Ligue 1 contre Nancy à l'époque, mais c'était un petit peu plus compliqué. Et donc c'est notamment ton actuel coéquipier à la Virois, Louis Deschâteaux, qui avait sorti une tentative qui avait contribué à la qualification, à cette qualification-là. Quand on est un jeune joueur, donc à l'époque, 18-19 ans, ces parcours en Gambardella, c'est des souvenirs marquants. Par exemple, aujourd'hui, ça fait partie de tes meilleurs souvenirs quand on revoit des photos, quand on en reparle comme aujourd'hui. C'est vraiment marquant, impactant pour un joueur. C'est la compétition. C'est la compétition phare quand t'es jeune. C'est la Coupe de France des jeunes, comme on l'appelle. C'est une préparation particulière. C'est 2 semaines avant, quand tu sais qu'il y a la Gambardella, ça se prépare 15 jours avant. Tu essayes de ne pas te blesser la semaine, même en match, tu penses qu'à ça, quoi. Et c'est la compétition. Ça fait rêver. Quand tu te dis que la finale est au Stade de France, ça fait rêver, quoi.
Bon, on va voir, on a parlé de quelques coéquipiers. On va voir si Christophe connaît bien son Stade Malherbe. Oula. Attention, roulement de tambour. Il y a aujourd'hui seulement un joueur, qui évolue encore au Stade Malherbe, chez les professionnels, qui faisait partie de cette épopée-là. On va voir si... Christophe, allez. Je l'ai. Hein. Voilà. Ah mais c'est plus facile pour Dorian, il jouait dans... C'est vrai que c'est plus facile pour Dorian, je le reconnais. Il jouait dans cette équipe, il est professionnel et il joue en Ligue 2. Et c'est quelqu'un que tu connais très bien. Bah c'est Jesse Deminguet. Bien joué, il est fort. J'ai pas beaucoup de mérite. Il est fort ce Christophe. Effectivement, donc dans cette époque, il y avait aussi Jesse Deminguet, et qui est aujourd'hui le seul joueur issu de cette génération-là à être professionnel. D'autres garçons avaient signé leur premier contrat professionnel avec le club. On peut penser à Jean-Victor Makengo, à Yann Caramo, qui évolue aujourd'hui à l'étranger. Jean-Victor est en Italie, à l'Udinese, en Serie A, où ça se passe cette saison très bien pour lui. C'est même l'une des révélations de la Serie A. Yann Caramo connaît un parcours un petit peu plus tortueux, on va dire. Il est aujourd'hui en première division turque. Avec un petit peu de temps de jeu. Il y avait aussi sur le banc un garçon comme Issa Marega, qui avait signé aussi un premier contrat professionnel, qui est à Châteauroux, et le gardien remplaçant, Thomas Callens, qui aujourd'hui qui garde les cages de la baie de Lorient, qui sera le futur adversaire d'ailleurs de la baie de Malherbe samedi prochain, qui avait aussi signé son premier contrat professionnel. On retrouve différents types de joueurs, donc il y a effectivement des garçons qui évoluent dans les rangs professionnels, D1, D2, certains à l'étranger. On peut citer aussi Chris Opéry, Chris Opéry qui a joué à Châteauroux. Qui est aujourd'hui à la Gantoise dans la rotation, en première division belge, dans un club assez important en Belgique. Après, il y a un deuxième groupe de joueurs qui évoluent principalement en National 1. On peut citer Jason Trey, qui est aujourd'hui au Red Star. Il y a Durel Avounou, qu'on a cité tout à l'heure, qui est aujourd'hui au Mans. Owen Maes, le premier buteur, qui est au Red Star, qui a marqué ce week-end vendredi lors de la victoire 5-2 du Red Star contre Bastia Borgo. Et pour ceux que ça intéresse, il avait mis son premier but en national il y a quelques semaines. Un très beau coup franc, angle fermé. Voilà, s'il y en a qui ont la curiosité d'aller voir, ils peuvent y aller. Issa Marega, du coup, est à Châteauroux. Il ne joue pas trop en ce moment parce qu'il est blessé, malheureusement. Voilà. Et après, on a un troisième groupe de joueurs, on va dire dans lequel tu appartiens, Dorian, qui évolue toujours dans la région, soit en N3, soit en R1. Donc, il y a toi-même, il y a Louis, comme on a dit, des Châteaux. Dans le groupe un petit peu élargi, si je ne me trompe pas, il y avait aussi Eddy Le Carpentier. Eddy Le Carpentier aussi, qui est également, qui était blessé à cette époque-là. Voilà, mais qui est sur les. Mais qui était dans le groupe. Qui est dans le groupe, on va dire, un petit peu élargi. Il y a un garçon aussi comme Théo Le Calvé, qui a joué à Bayeux, qui aujourd'hui mène un double. Aux États-Unis. Voilà, qui mène un double projet étudiant et sportif dans une université en Californie. Donc voilà, on avait aussi un garçon comme Amaury Legrand, qui est passé dans les rangs de la MOS, qui est aujourd'hui visiblement qui est en Picardie pour des raisons professionnelles, vu qu'il a emprunté un autre chemin. On avait Mathieu Jouen, qui est défenseur à la MOS en R1. Ouais. On avait un garçon aussi comme Mathieu Roger, lui qui a décidé de troquer le ballon pour le vélo, qui est son autre passion, où il se débrouille très très bien. Il réussit plutôt bien. Voilà, il a aussi passé par la Gécamp, Mathieu, et formé à Malherbe aussi. Voilà, formé à Malherbe. Donc il y a un peu différents groupes de joueurs. Si on veut parler de ton cas, Dorian, donc aujourd'hui tu évolues en N3 à Vire, tu étais passé par la Suisse aussi après ton départ de Malherbe en D2 Suisse, c'est ça, à Cassau. C'est ça, à Cassau. Aujourd'hui, 24 ans. C'est quoi un petit peu ton idée concernant le football quand on te cite qu'il y a des coéquipiers par exemple qui évoluent en N1 ou qui évoluent à l'étranger? Est-ce que toi tu es toujours dans cette optique-là ou tu as trouvé un autre équilibre? On rappelle que en parallèle de jouer à Vire, tu es aussi éducateur au club, responsable de la catégorie U9. Aujourd'hui, c'est ton travail de faire ça. Est-ce que tu es dans l'idée peut-être, parce que 24 ans c'est jeune, on peut encore jouer 10 ans, mais, ou alors est-ce que tu es parti dans une autre optique avec un autre équilibre de vie et qui te convient parfaitement? Pour dire la vérité, en venant ici, je me suis dit que j'allais venir ici pour me relancer, pour essayer d'aller toucher plus haut. J'en ai parlé avec le président, il le savait. Après, venant ici, il y a eu le Covid qui a joué pour beaucoup, mais j'ai trouvé un équilibre aussi ici, tant au niveau foot qu'au niveau personnel. Maintenant, j'ai les petits à m'occuper. Tout se passe très bien. Pour pas mentir, si je vois que je pourrais aller toucher plus haut, je vais pas m'en priver. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, j'ai trouvé un équilibre et je m'y plais bien. Donc il faudrait, si demain un club de N1 ou de N2 venait toquer à la porte, tu y réfléchirais, mais ce serait pas un oui automatique si on doit comprendre. Tout dépend où, tout dépend qui, et j'y réfléchirai. Ouais. Et j'en parlerai
avec les personnes concernées. J'y réfléchirai. D'accord, ok. Donc effectivement, on peut trouver dans des clubs régionaux qui évoluent à un très bon niveau. Le N3, c'est déjà très très bien dans des clubs bien structurés comme peut être la Virois. On peut trouver aussi d'autres projets, d'autres sources d'épanouissement et on digère un petit peu le fait peut-être de ne pas être passé pro. Ouais, on le digère. Ça met du temps parce que tu te dis tu voulais le passer pro comme ce que font les autres, mais au final, chacun prend des routes différentes. Donc tu te dis, tu vas trouver le plaisir, le bonheur ailleurs, autrement. Et autrement, là, il y a le foot, il y a les petits dont je suis responsable, l'ambition du club, parce que là, aujourd'hui, c'est N3, mais à long terme, le club voudrait monter en N2. Donc non, après, il y a un beau projet ici et je suis bien ici. Je me sens bien et pourquoi pas continuer, on verra. Bon, le président de la Virois est rassuré. Rassuré. Dorian vient de négocier son augmentation pour la saison prochaine. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On a coupé le micro du président. On en fait référence. Dorian, c'est vrai que tu évolues donc en N3 et on assiste à des matchs et on voit beaucoup d'observateurs disent que pourrait allègrement au moins évoluer une division au-dessus. Ça sera donc peut-être avec la Virois dans les années à venir. Est-ce qu'on suit encore un petit peu son club formateur ? Est-ce qu'on suit un petit peu encore Malherbe ? Est-ce qu'on jette un coup d'œil ? On disait, il y a Jesse de Minguet qui était je suis toujours. J'essaye d'aller au match quand je peux, parce que nous, on joue en même temps, donc c'est compliqué. Mais dès que je peux y aller, j'y vais. Je suis toujours en contact avec Jesse, comme tu disais. Mais avec d'autres, il y en a d'autres. Yoel, Ormogom, qui joue un peu moins en ce moment, mais avec qui je m'entends très bien. Il y a eu pas mal de jeunes avec qui je m'entendais bien, mais qui sont un peu partis en prêt à droite à gauche. D'accord. Mais non, j'ai toujours gardé contact et je regardais toujours les résultats. Et vu qu'on parlait de la Gambardella, je suivais le parcours en même temps. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Qu'est-ce qu'estime qui t'a un petit peu manqué pour passer le cut? On fait référence à tes parties 2 saisons, je crois, en Suisse, c'est ça ? Ouais. Voilà, en D2 Suisse. Qu'est-ce qu'estime qui t'a manqué pour passer le cut et peut-être aujourd'hui évoluer plus loin? C'est les choix, tu faisais référence aussi le Covid, 2 saisons un peu tronquées, qui aura peut-être été les saisons de la bascule pour te concernant. Est-ce que forcément ça a joué? Je pense que ça a joué un petit peu quand même. Ça serait mentir de dire le contraire. Mais au final, si ça s'est passé, c'est que ça devait se passer comme ça. Si je suis pas passé à Malherbe, c'est que je devais pas passer. Après, je suis parti en Suisse, où j'ai vécu 2 belles années là-bas, que je regrette pas d'être parti. Puis après, je suis revenu ici et j'ai trouvé un bon projet, donc voilà, je suis bien ici, donc on va voir la suite. Donc on faisait référence, tu es également éducateur du coup au club. Ça c'est quelque chose que tu voudrais développer, devenir prendre des responsabilités, peut-être devenir entraîneur aussi d'équipe peut-être un peu plus âgée. Ça j'en parle souvent ça avec un de mes coéquipiers qui est responsable au club. Voilà. Peut-être Axel Fluchet, donc capitaine de la Virois et responsable de l'école de responsable technique. Responsable technique, voilà. Et j'en parle souvent avec lui et c'est vrai que pour l'instant je suis bien avec les petits. D'accord. Pourquoi pas les plus grands plus tard, mais pour l'instant c'est vraiment avec les petits. Et depuis Malherbe, le parcours en Gambardella que j'ai fait, j'avais passé mon BMF là-bas avec Jérôme Leneveu. D'accord. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît, être avec eux. Donc pour l'instant je suis bien avec les petits et j'espère que ça va continuer comme ça. Ouais. Bon, salut Jérôme, qui est un éducateur historique du Stade Malherbe, qui est là depuis très très longtemps, qui a eu des générations et des générations de partie des meubles. Voilà, des jeunes Canets. Donc voilà, je pense qu'il est aussi très fier de voir tous ces jeunes qu'il a eu sous sa responsabilité percer. Je le croise tous les samedis sur les différents plateaux. Sur les plateaux, voilà. Donc je pense que c'est aussi une source de fierté pour lui, parce que tu faisais référence. Donc à Malherbe, le but premier, c'est de former éventuellement des joueurs pros, mais il vous faut passer aussi des diplômes pour être éducateur. Et puis, bon, c'est aussi l'intérêt d'avoir un club professionnel, on va dire, dans son bassin de vie, c'est que ça rejaillit sur les clubs un petit peu régionaux. Peut-être que Christophe,
t'as la double casquette avec celle aussi de président de la Virois, mais c'est vrai qu'on citait, du coup, tu as 3 joueurs de cette épopée-là dans ton effectif, donc Dorian, Louis et Eddy, si je me trompe pas. Forcément, si la formation de Malherbe se porte bien, ça contribue à Malherbe, mais ça contribue aussi au club qui se trouve pas très très loin. Bien sûr, non, mais c'est du gagnant-gagnant. Et puis Dorian l'évoquait parfaitement tout à l'heure, ça leur permet pour beaucoup d'entre eux de trouver un bon équilibre, parce que ça leur permet de garder la proximité aussi avec la cellule familiale, de mener un projet professionnel aussi en aparté du foot, c'est-à-dire de préparer aussi la suite, parce qu'effectivement le foot est important pour eux et c'est tout à fait respectable qu'ils continuent d'avoir des ambitions, Dorian comme les autres, mais parallèlement à ça, se former, avancer dans la vie, c'est également important. Donc oui, effectivement, c'est du gagnant-gagnant, d'autant alors il y a 3 joueurs de l'épopée Gambardella, mais je crois qu'aujourd'hui, si on fait un point plus global sur l'effectif, c'est à peu près les 2 tiers de l'effectif qui sont passés à un moment donné de leur vie par le Stade Malherbe. Ouais, donc on peut rajouter Sabri et Stanley qui ont fait l'épopée de la saison précédente. C'est ça, voilà. Ils sont éliminés en 8e contre Lille. Oui, tout à fait, ouais. Il y avait Louis déjà à cette époque-là. Voilà, donc c'est Sabri Toufiki et Stanley Boucaud, voilà, qui donc c'est vrai que ça contribue. On dit aussi que peut-être dans le bassin canet, ça manque aussi peut-être d'un club, on va dire intermédiaire, qui évoluerait en N2. Bon, il y a des clubs qui ont ce projet-là. Il y a la Gécamp qui est en N3. Il y a la Virois aussi. Donc si plus les jeunes issus de Malherbe jouent à un niveau élevé, mieux c'est aussi pour la formation, parce que c'est aussi une belle preuve que ça va bien. Oui, et puis il faut qu'ils soient en capacité à un moment donné de non pas forcément faire le deuil des ambitions foot, mais le deuil du monde du professionnalisme quand même. Effectivement, certains arrivent très bien à le faire. C'est le cas de Dorian. Pour d'autres, c'est vrai que c'est plus difficile. On en retrouve quelques-uns qui, même dans la génération qui est allée en finale de la Gambardella au Stade de France, on en retrouve quelques-uns quelques années plus tard qui ont tout simplement arrêté le foot parce qu'ils n'étaient peut-être pas forcément préparés à l'après, justement, focalisés sur une carrière professionnelle et qui se rendent compte qu'à un moment donné, quand on passe pas le cap, forcément c'est la fin des ambitions et tout s'arrête. Or moi je reste convaincu qu'ils ont tellement d'émotions à vivre avec le foot, ces garçons-là, au-delà même du monde du professionnalisme. Vous en retrouvez dans les clubs de la région, vous en retrouvez à Saint-Lô, vous en retrouvez à Granville, vous en retrouvez à Avranches. Il y a des épopées en Coupe de France à vivre, il y a des montées à vivre avec un club, et même au niveau amateur, ces garçons-là ont encore plein d'émotions à vivre, mais il faut qu'ils soient capables à un moment donné, c'est vrai, de tourner en quelque sorte la page et d'accepter de mener une double vie. J'entends encore une fois, c'est de pouvoir avancer sur des aspects comme la formation, sur le côté professionnel, et ça, certains ont une très bonne capacité à le faire, d'autres beaucoup moins. C'est pour ça que certains, on se rend compte que leur intégration, leur adaptation dans le foot amateur est très compliquée lorsqu'ils quittent des centres de formation, mais ça c'est pas propre uniquement au Stade Malherbe. Je pense qu'on va vérifier ces exemples-là avec le Stade Rennais, avec le Havre, et François Rodriguez aurait évidemment pu nous en parler tout à l'heure. Donc voilà, mais il y a eu d'autres exemples, pour ne citer que le club de la Virois qu'évidemment je connais bien, Thomas Chenel qui a fait aussi une pige à Vire. Lui avait été parfaitement en capacité alors même que ce garçon-là a eu des rêves de Fiorentina quelques mois plus tôt, lorsqu'il est arrivé ici, il s'est senti comme un poisson dans l'eau parce qu'il a tout de suite intégré les règles du foot amateur. Et encore une fois, ça mérite d'être salué parce que c'est la grande majorité de ces garçons-là, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns pour qui c'est plus difficile. Bien sûr. Et du coup, il y en a un qu'on a oublié quand même, on va tous les citer parce qu'il n'y en a qu'un. Il y avait Mohamed Ali Guédar aussi dans cette génération, donc qui avait fait la première partie de saison avec l'US Avranches et là qui est à Saint-Priest aujourd'hui. Et puis bon, saluer quand même le coach de l'époque qui était Franck Dechaume, voilà, qui est à la maladrerie aujourd'hui, et qui est à la MOS, qui est le manager général de la voilà, avec un projet aussi éventuellement de monter en N3 et de venir challenger la Virois dans les saisons à venir, où lui aussi Franck à la MOS, il a beaucoup d'anciens aussi pensionnaires du centre de formation, dont Mathieu Jouenne qui était donc ton coéquipier à l'époque, voilà. Et on peut souhaiter qu'une chose, c'est que dans quelques années on refasse la même émission avec un acteur de l'épopée de 2022. Et peut-être qu'eux, ils ont été un petit peu plus loin que ce fameux quart de finale. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Voilà, c'était à Monaco. Je regardais un petit peu la composition d'équipe de Monaco. Il y avait aussi quelques bons joueurs en face, Notamment Cardona, qui est aujourd'hui professionnel en Ligue 1 à Brest. Ouais. Et puis Monaco avait été au bout, avait remporté la compétition. Bon, ils avaient eu un petit coup de main en finale d'un petit joueur qui est pas trop mal. Qui est pas trop connu. Ouais, c'est un Kylian M. Voilà. Et on rappelle encore une fois que cette finale à l'époque, c'était contre le Lens, dirigé par Fabrice Van de Put, le coach actuel de la B du Stade Malherbe, dans laquelle il y avait Djibril Diani, qui s'est engagé en janvier pour le Stade Malherbe. Voilà. Comme quoi le monde du foot est très petit. Et comme quoi la boucle est bouclée, c'est parfait.
Eh bien, merci beaucoup Mathieu d'avoir brillamment animé cette troisième partie du débrief de Radio VFM et Foot Normand avec l'invité Dorian Charlier. C'était le coup d'œil dans le rétroviseur, effectivement, sur l'épopée précédente de la Coupe Gambardella. Dernier mot peut-être Dorian, forcément tu vas suivre avec un œil particulier le parcours, même si c'est une nouvelle génération, qu'évidemment tu connais évidemment beaucoup moins la nouvelle et c'est fort logique que la précédente, mais tu auras un œil sur le parcours des Canets de Nicolas Seub le week-end prochain là, dans cette Coupe Gambardella. Il se déplace, on le rappelle, à Lyon-la-Duchère avec match traquenard, hein, quand même on peut le qualifier comme ça pour le Stade Malherbe, là où le Havre a chuté au tour précédent. Ça fait partie aussi des matchs un peu dans un esprit Coupe de France, hein, comme pour les plus grands évidemment, des matchs qu'il faut savoir négocier dans un contexte pas toujours évident. Oui, je vais suivre ça de loin parce que malheureusement ils jouent encore à l'extérieur, mais je vais suivre ça de loin et je leur souhaite d'aller dans le dernier carré. Juste pour ça, s'ils passent ce quart de finale et si le Stade Rennais domine Bobigny, la demi-finale se passera à Caen. La demi-finale Caen-Rennes se passera à Caen. Donc ça ferait une Pourquoi pas Dornano. Voilà, pourquoi pas Dornano. Dorian lance l'appel aux dirigeants du Stade Malherbe. Olivier Piqueux, si tu nous écoutes. C'est pas idiot du tout. On rappelle qu'au tour précédent, les Canets sont allés se qualifier du côté de Brest. Tu y étais, Mathieu, tu nous l'avais fait vivre sur les réseaux sociaux de Foot Normand. Et le match s'était déroulé au Stade Francis Leblay. Alors après, on sait qu'il y a pas mal de facteurs d'organisation quand vous organisez un match forcément à Dornano. Mais c'est vrai que ça serait magnifique aussi pour l'image du club d'être en capacité d'organiser une demi-finale à Dornano. Voilà, on parle beaucoup aussi des fois de politique régionale dans cette émission et tout. Et ça, je crois que c'est un acte concret aussi, voilà, parce qu'il y a plein de jeunes qui sont originaires de... voilà, dans ce club, vous avez des petits Parisiens, mais vous avez beaucoup de petits Normands, vous avez beaucoup de petits Canets aussi. Et ça serait une belle preuve de pouvoir les faire jouer dans le stade Dornano contre Rennes en plus, qui est un adversaire un petit peu historique quand même de Caen. Il y aurait indéniablement moyen de ramener pas mal de monde, ça c'est sûr. Et... Un disque avec une bonne politique de com et de billetterie, un 10 000 facile. Et je pense que Pierre-Antoine Capton ne serait peut-être pas insensible à cette idée, lui qui, on peut le dire, s'est pris d'affection quand même pour cette équipe, il l'a suivi sur tout le parcours. Voilà, et je pense qu'il sera à Lyon dimanche prochain pour ce match-là. Et pour l'instant, il aura plutôt porté bonheur aux pépites du Stade Malherbe. Merci beaucoup Dorian d'avoir été l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Mathieu, pour finir évidemment, un coup d'œil sur l'agenda. La 28e journée du championnat de France de Ligue 2, ce sera le week-end prochain. On suivra avec une attention particulière le déplacement de QRM à Guingamp. Il va aussi compter celui-là, hein. Ouais, QRM qui est un peu en difficulté, ils ont besoin de points pour le juste devant le barragiste, hein, 17e QRM avec 29 points, 10 points d'avance sur Grenoble. C'est pas une surprise que QRM se retrouve là à ce stade de la saison, mais on va dire la dynamique comptable n'est pas bonne, donc voilà, ils ont besoin de points. Après Guingamp, c'est une équipe aussi qui va mieux, qui ne perd pas beaucoup en ce moment, donc ça sera compliqué, mais bon voilà, ils ont besoin de points nos amis de QRM. On suivra aussi évidemment le Havre-Nîmes, là aussi match important pour les Havrais, 6e avec 41 points, à 6 points du 5e. La victoire du week-end passé dans le derby maintient quand même en vie, hein, quelque part les joueurs de Paul Le Guen. Faut pas se rater non plus parce que les Nîmois sont 8e. Ça peut encore être un tournant pour les Ciel et Marines, parce qu'en cas de victoire finalement, qu'on le veuille ou non, il resterait mine de rien dans la course à la 5e place. Tant que le HAC maintient cet écart de 6 points, l'espoir d'accrocher les barrages est toujours possible. Et puis évidemment un dernier mot sur le match qui aura une saveur particulière, celui-ci à Dornano, puisque Malherbe recevra le leader Toulouse. Ce sera aussi samedi soir à 19h. Là aussi on en a évidemment parlé dans la première partie avec notre invité Brahim Traoré. On attend quand même pas mal de monde, il y a des opérations communication, billetterie organisées par le club tout au long de la semaine. Ça devrait quand même provoquer une belle effervescence du côté de Dornano samedi soir que ce qu'en Toulouse. Oui, c'est une très belle affiche. Il y a en plus, pour ceux que ça intéresse, il y a la réserve qui joue avant à 16h contre la Baie de Lorient. Donc vous pouvez vous faire un petit samedi Malherbe avec 2 belles affiches au programme. Tu finiras chargé de com du club, toi, c'est ça. Mathieu. Ouais, Antoine Finel, méfie-toi. On salue Antoine Finel, évidemment, qui est souvent pour nous un relais précieux dans cette émission. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir été fidèles une nouvelle fois pour le débrief de Radio VFM et Foot Normand. C'était l'épisode 19, entièrement consacré à la Coupe Gambardella. On croise les doigts pour les jeunes du Stade Malherbe qui iront défier Lyon-la-Duchère le week-end prochain. Mathieu, on se souhaite et on souhaite à nos fidèles auditeurs une belle semaine. Et on se retrouve évidemment en début de semaine prochaine avec encore un menu croustillant. On reviendra notamment évidemment sur cette affiche entre Caen et Toulouse. Tout à fait. Merci à Quentin Radic qui a assuré, comme chaque semaine, la parfaite réalisation de cette émission. On vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous. Vive le sport et le football. Et à la semaine prochaine. Salut. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le Foot Normand.